Alors, bonjour, nous sommes là pour la conférence de presse, je vais essayer de ne pas écorcher trop, de El Ser Querido, l'être aimé, de Rodrigo Sorogoyen. Donc, merci d'accueillir Marina Foïs, Victoria Luengo, Javier Bardem, donc les acteurs du film, voilà, Isabel Peña, qui est la scénariste du film, et le réalisateur Rodrigo Sorogoyen. Alors, je vous demande aussi de réserver un accueil extrêmement chaleureux aux producteurs Eduardo Villanueva, Guillermo Farré, Nacho Lavilla et à l'acteur Raúl Ravello, qui sont là devant. Alors, je vais commencer par une petite question pour vous. Voilà, translate. Je vais commencer par une petite question pour Isabelle. Alors, comment est née cette histoire, Isabelle, et ces rapports entre un père et une fille? Alors, cette histoire, elle est née de plusieurs choses, comme ça se passe généralement. D'un côté, il y a nos envies avec Rodrigo de raconter une histoire différente et d'une manière différente de ce qu'on a déjà fait. On n'avait pas envie de faire un autre thriller, on n'avait pas envie qu'il y ait quelqu'un qui meure. On voulait faire, pour une fois, ou en tout cas cette fois-ci, une histoire de personnes, où d'une certaine manière le scénario était moins visible en termes de structure, où les acteurs allaient être plus libres et où la chose importante allait être les relations entre les gens et pas tellement l'intrigue. Et le détonateur, ça a été un repas mémorable qu'on a eu avec Victoria, Rodrigo et moi dans un restaurant de Bilbao. J'espère qu'on va retourner bientôt. Et c'est ces repas entre amis qui durent très très longtemps. Et on a beaucoup parlé de nos parents, de nos relations avec nos parents. Et même si nous venons tous en fait de lieux très différents, évidemment, il y avait des choses qu'on partageait. Et surtout, je dirais une fascination pour l'histoire que les autres nous racontaient. Et je crois que c'est quelque chose qui nous a réunis et on s'est dit, voilà, on va faire ça. Et pour terminer avec cette réponse un peu longue, il y a 4 ans, on était là avec Rodrigo pour Asbestas et on est allé rendre visite à ce monsieur dans sa chambre du Martinez et on lui a dit qu'on avait très envie de travailler avec lui, donc Bardem dit merci. Et voilà, on lui a dit qu'on avait envie de raconter cette histoire d'un père et de sa fille et que s'il acceptait d'être le père, Victoria Luengo serait la fille. Et voilà, 4 ans plus tard, après Asbestas, on est là. Magnifique. Alors, je crois qu'il y a une première question. Voilà. Hola, buenos días. Soy María Guerra. Alors, je suis Maria Guerra de Quinótico España. Je vais poser ma question en espagnol puisqu'il s'agit d'un film espagnol. Félicitations à vous tous parce que c'est un film monumental, mais j'aimerais quand même en fait révéler en fait l'éléphant dans la chambre. Vous êtes assis sous Suzanne Sarandon. Hier, vous avez dit, Javier Bardem, que vous ne savez pas s'il y avait de liste noire à Hollywood et que vous ne vous sentiez pas écarté, mais vous avez en fait, malgré votre positionnement politique, plus d'offres actuellement. Et je dirais que votre dénonciation du génocide de Gaza vous a-t-il à quelques moments fait peur par rapport à cette offre de travail ou pensez-vous que la peur a changé de camp? Alors, la peur existe, bien sûr, mais je crois qu'on doit faire les choses, même avec la peur.
l'important, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir et puis d'être à l'aise avec notre propre éthique. Hein. Et voilà, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de plan B, en fait, pour moi. Bah, évidemment, s'il y a des conséquences par rapport à mes prises de position, j'en accepterai les conséquences. Hein. Comme je le disais hier, je ne peux pas, en fait. Hein, voilà, ça fait partie des choses de notre responsabilité de dénoncer ceux qui châtient et il faut, dans ce cas-là, évidemment, dénoncer ce génocide. Au contraire de ce qu'on pourrait penser, c'est vrai que je reçois beaucoup d'offres de propositions aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, en Espagne, ce qui me fait penser que, quelque part, le récit est en train de changer, le récit dominant est en train de changer grâce à une génération plus jeune qui est plus consciente de la situation que nous vivons à travers, bien sûr, les outils très directs que sont nos téléphones. C'est quelque chose qu'il faut dénoncer, donc ce génocide, et qu'il n'y a pas voilà, aucune justification pour ce génocide. Hein. Et au contraire, je crois que c'est ceux qui font ces supposées listes noires sont ceux qu'on dénoncera à un moment donné et qui souffriront les conséquences. Et je crois que ça, c'est un grand changement. Hello. Judita Da Silva, Arise News, Nigeria. It's one question from the perspective of Victoria and Javier. Point de vue de Victoria et Javier. Victoria, vous jouez un personnage dont les émotions dépendent de son père. Donc, et puis lui, Javier, a cette responsabilité vis-à-vis de sa fille. Et Javier, vous ne l'avez jamais eu de façon si dogmatique que finalement, on prend parti pour lui. Est-ce qu'on peut voir vos performances indépendantes l'une de l'autre ou est-ce qu'elles dépendent de l'une de l'autre? Merci. Magnifique, vous avez très bien résumé. Je réponds en anglais? Oui, bien sûr. Je pense que tout est toujours basé sur l'écriture, sur les circonstances, sur le texte, sur les scènes. Et dans ce cas, ces deux-là, eh bien, Isabelle et Rodrigo sont venus me voir à l'hôtel il y a 4 ans, ça a été raconté. C'est pour ça qu'ils s'appellent Esteban Martinez. Et cette histoire est vraie, parce que il était là. Le reste arrive avec les acteurs. Et Victoria est brillante. Elle montre énormément de courage et elle prend des risques à tous les niveaux. Elle n'a peur de rien, de personne. Et c'est vraiment une partenaire incroyable. Ça a été donc facile de trouver cet équilibre entre ces deux caractères sur ce qu'il fallait dire et sur ce qu'il fallait taire. Et outre cela, nous avons bien sûr aussi Rodrigo, un réalisateur absolument incroyable. Comment il s'appelle? Ah oui, et Alberto. Donc Rodrigo et Alberto ont travaillé ensemble de façon remarquable. Quand le montage n'est pas bon, vous pouvez faire ce que vous voulez sur le plateau, ça ne sert à rien. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est leur capacité de réalisateur et la symbiose qui s'est créée grâce à leur coopération. Donc Rodrigo, merci beaucoup. A mí no me funciona esto. ¿No te funciona? No. I don't think so.
No, I don't. Now I don't need it. Thank you. No, thank you for your words. Merci pour vos paroles. Say that Ce que j'aimerais ajouter, c'est que Javier et moi, on ne s'est pas vus pendant la préparation du film parce que Rodrigo voulait nous séparer pour créer une véritable distance et pour créer cette situation pas très confortable. Et la première fois que je l'ai vu, c'est lorsque nous avons tourné la première scène. Et ça, c'était quand même incroyable. J'ai beaucoup travaillé sur mon personnage, sur ce que je ressentais, sur ce qu'Emilia pouvait ressentir, sur la voix, etc. Et Javier, qui est un acteur incroyable, m'a dit « Il suffit que tu projettes sur moi tout ce sur quoi tu as travaillé auparavant. » Ça a été vraiment superbe de travailler avec lui. Une question pour Isabelle et Rodrigo. Excusez mon portugnol. Un quarteto fantástico muy raro con Alex, tu photographe, Alex de Pablo. C'est un quartet tout à fait fantastique, avec votre chef opérateur et votre montage. Et je voudrais comprendre comment vous travaillez en fait ensemble, et comment vous avez travaillé sur ce film qui est un vraiment grand film. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment on a travaillé. C'est difficile en fait d'être là et de vous dire, parce qu'évidemment, j'ai une relation toute particulière avec ma co-scénariste. J'en ai une autre avec Alberto del Campo et une autre également avec mon monteur. Évidemment, on partage notre travail, nos connaissances. Et c'est vrai qu'on a tous les trois, en fait, avec mon chef-op et mon monteur, on a aussi, et avec Isabelle, une véritable confiance. On se connaît avant 2012, le moment où on commence vraiment à travailler ensemble. Donc ça fait 14 ans qu'on fait des films ensemble. On a fait 6 longs métrages, des séries aussi. Et c'est la même chose en fait avec les comédiens. J'essaie de m'adapter à l'être humain avec lequel je travaille en fait de manière professionnelle. Je ne vais pas vous raconter comment sont ces personnes, mais la chose évidente, et puis Isabelle aussi, c'est 3 piliers, tous les 3 qui me soutiennent, avec lesquels j'apprends des choses, avec lesquels je m'amuse et avec lesquels je m'engueule des fois aussi. Et je suis très honorée en fait d'être avec eux, et Alberto me disait mais qu'est-ce que c'est bien de grandir professionnellement à tes côtés, parce qu'effectivement on a fait des progrès qualitatifs pour chacun des films, et puis ce film-là est très important pour nous puisqu'on a pris beaucoup en fait de risques au niveau de l'image aussi, au niveau du scénario, parce que on voulait faire quelque chose qui était très différent d'Asbestas. On voulait aussi sortir totalement des mécanismes du thriller, et avec Alberto del Campo, il a fait un travail en fait spectaculaire pour cette scène en fait de repas qui ouvre le film. C'est une des scènes les plus difficiles. Et puis on a travaillé de nombreuses journées sur le montage pour arriver à sortir 15 minutes sur 5 heures de rush qu'on avait pour faire que cette scène ait du rythme, du sens, et qu'elle soit également subtile. Alors, je crois qu'effectivement, ce qui est intéressant, il parlait aussi des défis, et je crois que
dans ce film, on a pris toutes les libertés possibles aux 4 niveaux de travail, aux 4 postes qu'on vient d'évoquer. Et évidemment, ça a été très difficile. Et le seul moyen d'arriver en fait à faire ce film exigeant, c'était qu'effectivement, les gens avec lesquels on travaille puissent nous prendre par la main. Alors, bonjour, je suis un journaliste mexicain. Question pour Javier et Victoria. J'aime beaucoup la manière comment le cinéma montre comment on peut quelque part assainir et combler les blessures qui sont les nôtres. Et je me demandais si vous avez ressenti en fait que le cinéma, de manière personnelle, pouvait vous aider dans cette manière de combler vos blessures. Mais moi, je suis toujours malade en fait. Voilà, je vois toujours mon thérapeute de temps en temps et c'est ce qui m'aide à comprendre toutes les choses sur lesquelles j'ai besoin de travailler, sur lesquelles j'ai besoin de travailler et qu'il faut que je puisse partager. Peut-être que c'est ce que me permet le cinéma, c'est montrer voilà, des choses qui vont avoir du sens pour quelqu'un, plus que quoi que ce soit d'autre. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes. Dans mon cas, j'ai eu la chance, quelquefois, de pouvoir dire à travers mes personnages des choses que je n'avais pas pu ou pas souhaité dire dans la vie, et ça a vraiment été un très beau cadeau, cette possibilité de sublimer une douleur ou une blessure, mais je ne crois pas que le cinéma, en fait, me soigne particulièrement moi, mais je crois qu'en fait, il nous soigne tous, en fait, parce que le film donne voilà, des expériences et des expériences de vie et d'une certaine manière, quand on voit des films, ce que nous recevons tous est très différent et ça, je crois que c'est effectivement un moyen de sauvetage, c'est pas très bien dit, mais pour nous tous. Et c'est votre cas aussi, Marina? Alors, moi, hier, en revoyant le film, il y a cette phrase qui a résonné très fort. Elle dit « Le cinéma ne peut pas tout réparer ». Et je crois que c'est vrai. Et en même temps, le film me donne la sensation inverse, c'est-à-dire que cette expérience de spectatrice peut réparer au minimum une journée, voire une semaine, peut-être un mois ou quelques années. Moi, je crois, comme Victoria, que le cinéma que je vois me fait grandir beaucoup, me déplace, me bouleverse, me met en joie. Voilà. Et c'est la deuxième fois que vous travaillez avec Rodrigo. Oui. Est-ce que sa méthode de travail a changé en même temps que le type de film qu'il fait? Comment vous direz? Non, je dirais que son cinéma s'adapte à son sujet, ce qui est une grande force de Rodrigo, et qu'une idée n'existe jamais pour une idée. Le plus fort, c'est toujours de raconter l'histoire et les gens. C'est une de ses immenses qualités. Mais sa méthode de travail, avec les acteurs, elle est très spéciale parce que je crois que son amour des acteurs est au cœur de son envie de faire du cinéma et que c'est quelqu'un qui sait parler à ses acteurs, échanger vraiment. Il pose des vraies questions et il écoute vraiment les réponses. On a vraiment la sensation d'une collaboration et comme le dit souvent Victoria, on se sent extrêmement en sécurité avec lui parce que très bien regardé, ce qui permet toutes les audaces. Bueno, hola. Merci beaucoup. Une de mes questions est pour Javier Bardem. Est-ce que vous pourriez partager sur notre époque, parce que il y a des choses qui se passent quand on parle de liste noire et puis avec les réseaux sociaux qui fonctionnent comme la police. Où est la démocratie en laquelle on a cru? Est-ce que vous pourriez partager? Je vous remercie de votre réponse. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez tout dit, je crois. Je ne sais pas. Alors, j'ai pas vraiment bien compris la question, mais je vais quand même essayer d'y répondre.
Je crois que on tend de plus en plus au monopole de l'information. C'est un problème que nous voyons aussi, par exemple, avec ce qui s'est passé avec Warner Brothers. Et la question, qu'est-ce qui va se passer avec l'information? Qui va dominer en fait les canaux d'information? Et évidemment, c'est quelque chose qui a à voir effectivement avec les réseaux sociaux, la consommation rapide, le message populiste en fait qui arrive vers les jeunes. En tant que père, ça me préoccupe beaucoup parce que ça un écho chez les jeunes et ça provoque chez eux moins d'envie de comparer, de comprendre, d'aller plus loin que ce qu'on leur dit. Et voilà. Et moi, je pense qu'il y a des pensées très radicales qui s'expriment de plus en plus en Espagne. On pâtit de ça, comme dans d'autres pays en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, je crois que le monde médiatique n'est plus le lieu de la démocratie, c'est le lieu où on punit les gens selon ce qu'ils disent et comment ils le disent. Comment peut-on combattre ceci? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut dénoncer ça, il faut en parler, il faut en être conscient et évidemment, il ne faut pas le soutenir. Voilà, c'est ce que je pourrais répondre. Question here, Hossam Fahmy from Chrome Egypt, to Rodrigo and Javier. In a very specific scene in the film, the table scene, where our director is repeating takes until he is getting what he wants. Finalement, le réalisateur passe de la comédie à l'horreur jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Comment avez-vous fait pour faire ce grand écart de la comédie à l'horreur? Et je voulais vous remercier non seulement pour être un acteur immense, mais d'avoir parlé du génocide en Palestine. Alors, c'est pour moi cette question, j'écoutais. C'est une scène voilà, qu'on a beaucoup travaillé. C'est la scène, je crois, la plus compliquée qu'on ait jamais filmée, et aussi dans le scénario. Et puis, après, je me souviens que dans le scénario, c'est une scène qui arrive très, très tôt, en fait. C'est, voilà, je crois qu'il y a eu effectivement un certain nombre de crises que Isabelle a eues quand on a travaillé sur Asbestas. Et on avait déjà un peu... il y avait une scène, Marina, est-ce que tu te souviens? Il y avait une scène où, voilà, une des comédiennes devait manger voilà, des lentilles et donc elle devait manger des lentilles 6 fois de suite. Et on voyait qu'au bout d'un certain temps, il y avait un véritable dégoût. Et du coup, Isabelle m'a dit, mais peut-être qu'une scène comme ça, tu pourrais la mettre parce que vraiment, ça permet en fait d'incorporer beaucoup d'éléments. Alors évidemment, la scène a été différente dans El Ser Querido, mais alors on a intégré cette scène très tôt de repas, et rapidement, c'est devenu en fait le point culminant du film. Mais une fois que la scène a été écrite, on était conscient de l'importance que cette scène avait. Voilà, on a mis 5 jours à la filmer. Il y a des réalisateurs qui auraient fait plus rapidement, mais en tout cas pour moi, en tant que réalisateur, voilà, c'est la scène que j'ai mis le plus longtemps à filmer. Et puis il y avait d'autres choses. Et en plus, voilà, j'ai réfléchi à comment filmer
scènes avec des formats différents, avec des supports différents, avec, voilà, il y a 4 caméras qui filmaient tous les jours, beaucoup de chorégraphie, beaucoup de folie, hein, mais il y avait aussi évidemment pour cette scène une partie très technique en raison de la multiplicité des formats et des caméras. Évidemment, il y avait des enfants aussi, il y avait un mélange de l'ange, il y avait le soleil, il y avait les nuages, il fallait j'ai des souvenirs de cette scène comme quelque chose de difficile et de tense, mais voilà, le jour où on a terminé, hein, ça a été vraiment en fait comme je dirais du repos un peu. Ça a été beaucoup plus tranquille le reste du tournage, hein. Je dirais pas que voilà, il y a eu plus, je dirais, de plaisir dans le reste du tournage. Et puis après, évidemment, il y avait tous ces plans, toutes ces possibilités. Il y a évidemment après tout le travail du monteur qui va donner le sens final. Hi, Cristiana Livi, Corriere della Sera. Good morning. I have a question for Mr. Bardem. First of all, congratulations for me. D'abord, félicitations. Pour moi, vous êtes le lauréat pour le meilleur rôle masculin dans ce festival. Voilà, ça c'est clair. Alors, ce film, pour moi, c'est aussi une invitation, parmi d'autres choses, une invitation à se souvenir de certaines choses de différents points de vue. Avant d'avoir mentionné votre maman qui vous a tout appris, qui vous a appris à faire face aux choses de la vie à partir de différents points de vue, puisque vous voyez votre fille beaucoup mieux de près que de loin. En fait, vous savez, j'en apprends tous les jours. J'apprends tous les jours à être plus empathique vis-à-vis de des autres êtres humains, pour ainsi dire. Human beings, j'aime bien ce mot, ça sonne un peu comme bean, comme les haricots en anglais. Et vous savez, quand on vieillit, moi je vieillis, je n'échappe pas à la règle, eh bien vous comprenez que finalement il n'y a pas une seule et unique vérité, comme nous le savons tous. Il y a plusieurs vérités. Mais il y a certaines choses, pour parler objectivement, qui sont des faits incontestables. Par exemple, le fait que Gaza, on revient à ce sujet, subit un génocide. Ça, c'est un fait. On peut s'y opposer, on peut expliquer, se disputer, mais c'est comme ça, c'est un fait indiscutable. Vous pouvez être contre, vous pouvez justifier ce qui se fait, vous pouvez le faire dans le silence, mais ça, ce sont des faits incontestables. Maintenant, on peut affronter cela dans, comment dire, avec différentes approches. Mon approche, ma déclaration, mon pouvoir de parole, c'est vous. C'est vous. Je n'ai pas d'autre pouvoir. Je me sers de ce pouvoir, de mon public, de la meilleure façon possible. Quand vous nous encouragez à parler, à donner nos avis personnels sur certaines choses, ça suscite une mobilisation. Et les mobilisations changent les choses, même aujourd'hui. Ça, c'est la façon dont je fais face à la réalité. C'est comme ça que je l'affronte, en sachant que je peux aider humblement, pour ainsi dire, pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport à une situation que je juge vraiment pas équitable. Et puis il y a cette scène où France a tellement de choses à dire sur les circonstances horribles que les gens affrontent. Et il faut que ces choses-là soient sues, parce qu'il y a quand même un problème de droit international et de droits humains dont il faut parler. Voilà, ça c'est mon avis.
Bonjour, Radio Nationale Espagnole. Je voulais demander à Rodrigo Sorogoyen, maintenant que la première a eu lieu, quelle sensation as-tu en étant rentré dans cet Olympe du cinéma? Et une question pour Javier Bardem, une question très directe. Tu as eu déjà pour Beautiful la Palme d'Or du meilleur comédien. Ce retour à Cannes, toi qui donc traverse l'Atlantique régulièrement, il y a une attente, enfin, on le voit en fait, une certaine hégémonie du cinéma européen. Voilà, dans le monde du cinéma, on peut le voir à Cannes. Alors, beaucoup de sensations, voilà, voilà. Et maintenant que la première est passée, il faut aussi parler bien du film. Hein. Mais on ne pourrait pas être plus reconnaissant, fier, très ému aussi, hein, parce que hier, ça a été une expérience tout à fait inoubliable, hein, de monter les marches ensemble, en musique. C'est vrai que voilà, tout est très bien organisé à Cannes et que tout ça, ça aide à ce qu'on soit très ému et à ce qu'on soit très reconnaissant en fait. Hein. La seule chose qu'on ait faite, nous, c'est un film en fait. Hein. Il y a beaucoup de films qui se font tous les ans et nous avons été choisis en fait pour venir à Cannes, pour être dans la compétition. Bon, évidemment, le film se retrouve à un endroit très important, bien sûr, pour nous. Hein. Mais voilà, vraiment le sentiment d'avoir beaucoup de chance d'être ici. Moi, je vous souhaiterais souligner en fait la gratitude qu'on a tous ressentie hier. Voilà, j'exprime au nom de tous la reconnaissance que nous ressentons envers Thierry Frémaux d'avoir montré le cinéma espagnol cette année avec 3 films espagnols en compétition. Hein. Le cinéma espagnol mérite d'être ici et vraiment, voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont lutté en Espagne pour que leur film soit présent à Cannes en compétition. Ça parle beaucoup de l'industrie du cinéma espagnol et je crois que nous sommes tous très fiers. Et je crois que c'est la réponse logique ou la suite logique de la qualité qu'il y a dans l'industrie du cinéma en Espagne, tant au niveau narratif que technique ou de l'interprétation des comédiens. Et savoir que cette année-là, voilà, ma femme aussi sera à Cannes, voilà, parce qu'elle est, on s'oppose en fait hein, dans la compétition. Oui, voilà, on est des rivaux, voilà, on n'est pas des opposants, on est des rivaux. Et donc, mais c'est merveilleux en fait d'être même à des moments différents, tous les deux présents dans la compétition à Cannes. Mais le mieux, ça a été de monter les marches hein, et de pouvoir étreindre Thierry parce que finalement, tout se réduit à ce magnifique théâtre Lumière où 2100 personnes partagent ensemble l'expérience de voir un film. Et en tant qu'acteur, que professionnel du cinéma, c'est vraiment, on vient là pour ce moment-là, quand le film est révélé à ces 2100 personnes et que 3 films espagnols aient eu la possibilité de partager ceci, c'est formidable. Alors, merci beaucoup. Voilà, une question pour Victoria Luengo. Je voulais savoir comment tu avais construit ton personnage, parce que bien sûr, la personne avec laquelle tu jouais était Javier Bardem. Donc, comment tu as, comme vous n'avez pas eu la possibilité de répéter ensemble, donc voilà.
Alors, comme Rodrigo nous avait demandé de ne pas nous voir avant le tournage, en fait, ce qu'on a fait, voilà, moi j'ai écrit en fait une biographie en fait de mon personnage Emilia depuis sa naissance jusqu'au moment où le film démarre, avec tout un tas de détails, parce que pour moi, ce qui était important chez ce personnage, c'est tout ce qu'elle ne disait pas en fait, et tout ce qu'elle ne dirait pas pendant le film, en fait, tout ce qu'elle n'oserait pas dire, voilà, ou qu'elle n'aurait pas la possibilité de dire. Donc, j'ai écrit, voilà, cette biographie. Javier a fait la même chose, et Rodrigo, en fait, a croisé ces biographies, et je crois que ça nous a beaucoup aidé quand on s'est rencontrés dans cette séquence du repas qui est improvisée. Voilà, il y avait des informations qu'on savait l'un sur l'autre, en fait, hein, qui étaient effectivement des bases sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour faire référence à des éléments de la vie. Hein. Donc, j'avais envoyé une petite bande-son à Rodrigo, comme si je parlais à un thérapeute. Pour moi, c'était ce qui était important, c'était d'enraciner tous ces souvenirs corporellement, hein, parce que ce que je ne pouvais pas contrôler chez le personnage, c'était toute sa rage, toute sa douleur, toute l'admiration qu'elle recevait. Et je ne voulais pas non plus montrer un personnage qui serait seulement caché, en fait, fâché, pardon, contre son père. Et je crois qu'effectivement, une blessure comme celle d'Emilia, qui vient de l'absence du père, est quelque chose qui s'enracine profondément dans le corps, qui fait que la petite fille qui a été Emilia est encore présente chez elle. Hein, et j'étais face à Javier, donc il fallait juste, en fait, que je sois à l'écoute de ce qu'il m'offre dans cette scène, hein, et ça a été formidable de travailler ensemble. Ça a été facile, hein, ça a été fluide, hein, j'avais le sentiment que rien n'était compliqué. Voilà, je vous réponds, et en même temps, j'ai le sentiment que je n'ai rien fait, en fait. Voilà, il y a la scène du miroir aussi, qui était dans le scénario un peu comme une scène comique. Hein. C'était un moment d'intimité d'Emilia dans sa chambre. Alors, je crois en fait que pendant ce tournage, j'ai vécu des moments dont je me souviendrai tout le temps. J'ai eu vraiment une liberté dans le tournage qui est très difficile à atteindre. Et pendant cette scène du miroir, Rodrigo m'a donné une indication très précise et qui a vraiment changé les choses. Et je n'avais pas pensé faire comme ça, je ne l'avais pas vraiment décidé, et c'est sorti en fait. Et voilà, c'est ça la merveille de travailler avec un acteur comme Bardem et un réalisateur comme Sorogoyen. Alors, voilà, j'aimerais parler de Rodrigo. Voilà, Rodrigo, c'est un très bon réalisateur, et c'est vrai, en fait. Voilà, on le dit peu. Hein. Il parle peu, mais voir ce travail, en fait, sur un écran aussi grand que celui de l'Auditorium Lumière, où il est difficile de se cacher, donc... tout ce on a réussi à raconter avec nos interprétations, ça a à voir avec comment c'était écrit, aussi comment on a été dirigé avec une liberté incroyable, et en même temps avec des notes en fait courtes mais très profondes en fait. Hein? C'est quelque chose qui provoquait chez nous la retenue, la réflexion et la réalité de ce qu'on a cherché. Et aussi, évidemment, où il a pu poser les caméras et aussi décider de ce qu'il gardait de ce que la caméra avait signé. C'est ça, en fait, diriger un comédien. Hein? Et c'est ce que Esteban Martínez voilà, ne sait pas. Et en fait, je n'ai jamais senti
aussi le stress que Esteban, en tant que personnage, montre. C'était tout le contraire. Ça a été un plaisir, en fait. J'aime ce que je fais et voilà, en fait, Rodrigo, il attrape toutes les mauvaises choses et c'est ça, travailler avec Rodrigo Sorogoyen, ce grand plaisir. On a le temps pour une dernière question très courte. Hello. Hi. I'm Leila from The Independent. Leila, The Independent, félicitations pour le film. Cette question s'adresse à vous deux, Javier et Rodrigo. Ça dépasse un peu le cadre du film. C'est quand même un film sur le fait de la séparation. Et puis, on parle de gens qui quittent des gens qu'ils ont aimés ou qu'ils aiment. Et en même temps, on sent la violence et ce besoin de pouvoir. Et moi, je n'arrive pas à dissocier les deux. En quelque sorte, je les rapproche. Pourquoi, pensez-vous, y a-t-il ce besoin il y a d'autres films qui parlent de la parenté, de la paternité, de pères absents, de ce que ça crée comme traumatisme pour leur famille et environnement. Et donc, bien sûr, il y a aussi cette montée de la violence dans la société. Peut-être que avant les pères étaient plus présents. Pourquoi ces gens-là quittent-ils les gens qu'ils sont censés aimer? Vous savez, je pense que ça vient des origines de cette masculinité toxique, l'éducation, la mauvaise éducation que nous avons reçue pendant des années. Moi, j'ai 57 ans. Je viens de ce pays qui s'appelle l'Espagne, où il y a une moyenne de 2 femmes tuées par mois par leur ex-mari ou ex-petit ami, ce qui est horrible. Ce nombre de femmes tuées, de féminicides, c'est juste incroyable. Mais on a normalisé cela, du genre, oui, c'est horrible. Non. Pourquoi ces mecs-là tuent-ils des femmes? Parce qu'ils pensent qu'elles sont leur propriété. Ça vaut pour M. Trump et M. Netanyahou et M. Poutine. Les grands sont là pour dire ma queue est plus longue que la tienne. Et c'est un comportement toxique, typiquement masculin, mâle. Et des milliers de gens, d'hommes, se comportent comme ça. Et oui, il faut en parler. Et si on en parle, c'est parce que nous sommes plus conscients de cela aujourd'hui. Dieu soit loué, parce qu'il y a 20 ans, non, personne n'y prêtait attention. Ça n'était pas considéré comme étant un problème. Et je pense que ce film parle aussi précisément de ça. Et c'est une bonne chose que dans le film, il y ait 3 personnes qui disent non. 3 femmes qui disent non à ça. Je ne sais pas ce que je peux rajouter vraiment à ça. Hein? Eh bien, écoutez, merci beaucoup.